on franchit complètement les frontières de l'admissible et de manière de plus en plus massive. On parle de guerre pour le salut de la patrie, etc., mais une guerre qui est menée à l'intérieur. Le fake, quelque part, devient le véritable parce que l'histoire, même très proche, elle est difformée. En fait, il y a un irrespect des règles du jeu. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse géopolitique bimensuel intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec un thème aujourd'hui consacré à la scène politique intérieure et ses débordements tous azimuts en Israël au sujet, de ce débat dont tout le monde parle sur la réforme juridique qui est d'ailleurs justement très suivi par les pays arabes de la région et les groupes terroristes comme le Hezbollah libanais, le Hamas de Gaza. Alors pour en parler avec nous en ligne, Eliezer Chadorovski, diplômé de sciences politiques à l'université Bar-Ilan, historien et aussi spécialiste des questions d'identité d'Israël. Alors justement, Eliezer, en tant qu'analyse et observateur de la scène israélienne, et pas forcément des hot news, mais plutôt des analyses de fond sur ces manifestations du politique et pas de la politique politicienne. Quel est votre jugement d'ensemble, dans un premier temps, sur le climat des polémiques et, je dirais, les échanges très acerbes entre les leaders de l'opposition et ceux de la coalition à propos de la réforme, le projet de réforme juridique, la loi Lévin. Comment vous analysez ce climat ? Tout d'abord, ça dépend un peu de la perspective qu'on prend. Si on prend une perspective de juste quelques mois, quelques années, alors naturellement, ça semble dépasser l'inadmissible, etc., etc. D'un autre côté, si on prend une perspective un peu plus large, d'une dizaine, d'une vingtaine ou même d'une centaine d'années, eh bien, on voit que il y a des fluctuations et effectivement, chaque fois des éclaircissements qu'on est en train de faire dans notre société. Mais maintenant, je crois que pour comprendre ça, il faut quand même commencer par analyser ce qui se passe aujourd'hui et seulement après prendre de l'altitude et voir, comparer ça avec ce qu'il y avait à l'époque de Oslo, à l'époque de l'expulsion de Gush Katif, à l'époque de l'assassinat de Rabin, ou que ce soit à l'époque de la prise de la Knesset en 52 avec les débats qui tenaient sur les réparations qu'on devait ou devait pas obtenir de l'Allemagne post-nazie. Mais pour revenir aux derniers jours, peut-être aux dernières semaines, eh bien, on peut voir qu'il y a effectivement des comparaisons à Poutine, à Erdogan, dans certains cas comme Ben Barak ou Vous comme voulez dire des Tsipili. comparaisons du régime et du gouvernement Netanyahou à tous ces dictateurs, enfin ces hommes forts en tout cas en Europe. Oui, alors là, effectivement, on franchit complètement les frontières de l'admissible et de manière de plus en plus massive. On parle de guerre, de milchama à la bayt, c'est-à-dire guerre pour le salut de la patrie, etc., mais une guerre qui est menée à l'intérieur. Le fake, quelque part, devient le véritable. Pourquoi? Parce que l'histoire, même très proche, elle est difformée et on voit, pour synthétiser tout ça, c'est qu'en fait, il y a un irrespect des règles du jeu. Il y a un irrespect, un refus d'accepter le résultat des élections. Il y a une transformation, une métamorphose des concepts, c'est-à-dire, par exemple, un concept très central. Pourquoi toute cette polémique? Eh bien, on dit pour sauver la démocratie, mais c'est une démocratie qui, comme concept, chose très intéressante, est complètement reformulée. Parce que si on prête attention à ce dont on parle, eh bien, le pouvoir de la majorité en tant que tel, qui est quand même un ingrédient essentiel, si ce n'est premier de la démocratie, eh bien, il a cessé d'être présenté comme tel, et au contraire, il est présenté comme dans la perspective
dictature de la majorité, de la tyrannie de la majorité. Il est présenté comme une menace. Et au contraire, le critère véritable, si ce n'est unique, d'une démocratie qui vaut ce qu'elle est, eh bien, c'est le Bagatz, la haute cour de justice. Si on ouvre, je ne sais pas, n'importe quel recueil sur quels sont les critères de la démocratie, eh bien, trouvez là-bas la séparation des pouvoirs, une constitution formelle, une culture politique démocratique, etc. Et puis, Le respect de la mais là, souveraineté, on voit le que, respect aussi de la souveraineté du peuple, en quelque sorte. et bien entendu, le respect de la souveraineté du peuple, mais là, la seule chose qui est mise en exergue, c'est les droits des minorités, les droits individuels, et puis le Bagatz, la haute cour de justice, c'est-à-dire une structure qui est présentée comme le garant. Le garant est la démocratie véritable, procédurale, elle est vidée de son sens. Elle est complètement remplacée par une vision, on pourrait dire, essentialiste de ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est uniquement les droits de l'individu et des minorités, et puis en faisant complète abstraction du droit de la majorité, de la souveraineté de la majorité et de la culture politique et bien d'autres choses. Alors, est-ce que justement, pour essayer avec vous d'approfondir encore, on n'a pas affaire à un phénomène en Israël qu'on retrouve sous d'autres aspects dans d'autres pays occidentaux, c'est-à-dire les tenants, les partisans à tout crin de ce que j'appellerais la bulle libérale et de la démocratie entre guillemets libérale font preuve dans d'autres pays aussi de beaucoup d'intolérance pour qualifier leurs adversaires politiques légitimes et vilipendent et satanisent tous ceux qui s'opposent à leur position. C'est comme une sorte de bulle mentale qui donc exclut tout débat en quelque sorte. Absolument. Maintenant, bien entendu, c'est un phénomène qui est général, mais en Israël, il a un aspect qui est particulier. Je voudrais citer un philosophe, un historien israélien, qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il l'admet. Je crois, il est connu un peu à travers tout le monde, en France, j'imagine aussi beaucoup. Et Yuval Noah Harari, oui, pour tout ce qu'il a écrit sur l'histoire, etc., professeur de l'université hébraïque. Eh bien, dans un article publié récemment sur Ynet, il a admis franchement, écoutez, la démographie est contre nous. Entre parenthèses, la démocratie classique est contre nous. Le camp Emouni, le camp juif, traditionnaliste, croyant, religieux, plus ou moins, etc., il est en constante croissance. Et la seule chose qui peut sauvegarder Israël comme un État qui est avant tout garant des droits des minorités, des droits de toutes sortes, même des minorités qui sont pas citoyens, que ce soit les Arabes, que ce soit les immigrés illégaux, etc. Eh bien, le seul rempart face à la démocratie, à la démographie, eh bien, c'est le Bagatz, c'est la haute cour de justice. Il l'admet, effectivement. On ne veut plus de démocratie. C'est une chose très intéressante, parce que il y a 20 ans, vous meniez des débats, eh bien, on disait partout, il y avait des colloques et des symposiums sur l'État juif en tant qu'État juif et démocratique. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient aller ensemble? Oui, à partir des lois, des lois fondamentales sur la liberté et la dignité de l'homme qui parlent là-bas de l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Et toutes les universités, eh bien, elles présentaient ces valeurs comme des valeurs contradictoires, comme quoi il y a ici un public éclairé qui est démocratique, et puis il y a un public qui est moins éclairé, qui est plus juif. Et bien maintenant, on voit que c'est plus comme ça. Ah mais d'aucuns ont fait remarquer que ces deux facettes, eh bien, elles sont une.
que être juif, que la démocratie dans son sens le plus classique, eh bien, elle est du côté juif, du côté traditionnaliste. Pourquoi? Parce que la majorité, pas seulement la majorité du peuple, elle est juive et traditionnaliste et elle veut une identité juive avant tout Elle est liée à l'État aux d'Israël, valeurs juives, aux valeurs juives. aux valeurs juives, une identité juive, mais c'est aussi une identité qui porte en soi le respect vis-à-vis de l'autre. Et là, je pense que c'est une chose très intéressante, c'est que, en fait, c'est pas seulement démocratie ou État juif, mais c'est effectivement maintenant le débat entre démocratie et État juif d'un côté, et puis une démocratie d'un tout autre genre de l'autre côté. Et ça, il faut le voir. Celui qui l'a vu déjà, je me rappelle, c'était le professeur Yeshayahu Liebman, encore dans les années 90. Il a dit avec la réforme de Barak, à l'époque déjà, il dit, vous comprenez, il veut remplacer la nature de l'État d'Israël. La nature d'État d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, c'était une nature de famille. C'était une nature familiale. Nous sommes une famille. Nous sommes des frères. Avec des tribus, effectivement. Avec des tribus, avec ci, avec ça, mais on parle en tant que frères. C'est-à-dire, il y a un lien ancien, fraternel, d'amour qui nous relie. Ce que veut faire le Bagatz, il veut faire un lien de contrat social. Il n'y a plus de frères. Il y a juste un contrat d'intérêt, de droit qui est tenu par une guilde de juristes, c'est-à-dire les maîtres maintenant, ce n'est plus les Kohanim, ce n'est plus papa-maman, ce n'est plus Avot, Imaot, c'est le Bagatz, c'est les juges. Absolument, et c'est très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, d'aucuns ont fait remarquer que dans le sillage de la révolution juridique intentée par le juge Barak, Aaron Barak, on a commencé, tout le monde à adopter cette formule d'État juif et démocratique, comme si un État juif, c'était un peu tribal et un peu ancestral, archaïque, et qu'il fallait le tempérer par et démocratique pour rattraper le tout. Mais ce que vous me dites me fait penser d'ailleurs à une exclamation qui était restée célèbre, qui avait déjà donné le ton, lorsque aux élections de 96, qui ont été consécutives à l'assassinat d'Yitzhak Rabin, on a cru jusqu'au matin que c'était Shimon Peres qui l'avait emporté contre Binyamin Netanyahou. Le même Shimon Peres, le matin, évidemment dépité de voir qu'il s'était fait dépasser de quelques décimales et que le peuple avait tout de même choisi avait opté pour Binyamin Netanyahou. Il a eu cette phrase qui inaugure toute une époque. Il avait dit: ce sont les Israéliens qui ont perdu et les Juifs qui ont gagné. Une phrase, j'allais dire, déjà annonciatrice et décisive. Alors, pour progresser encore, je voudrais, avec vous, que vous me donniez votre réaction. Vous avez cité, sans qu'on ait le temps de rentrer dans le détail, mais ces 2 dernières semaines, on a vu certains leaders de l'opposition de gauche à ce projet de réforme juridique, comme l'ancienne ministre, d'ailleurs ex-Likoud, Tzipi Livni, qui avait rallié ensuite Ariel Sharon puis Ehud Olmert, et puis le même ex-premier ministre Ehud Olmert, et aussi un autre ex-premier ministre Ehud Barak, faire des comparaisons douteuses entre le gouvernement de droite actuel de Binyamin Netanyahou et en le qualifiant de fasciste pour ce qui est de Livni, et même de dictature obscurantiste. Barak et Olmert, comme vous le suscitiez, allant encore plus loin, en apportant, en faisant, si vous voulez, en appelant justement à la désobéissance civile pour ce qui est de Barak, et même à la guerre civile, tête contre tête, main contre main, pour ce qui est de Olmert, une citation qui a été plus ou moins reprise à sa manière par le curieux maire de Tel Aviv, Ron Hulday. Alors, comment expliquer justement par l'histoire, la sociologie et la sémantique ces débordements excessifs et malheureux? Parce que le vrai problème avec ça, c'est que ces leaders sont écoutés, ils s'adressent à des foules et ils influencent une partie du public. Et ce n'est pas un hasard si tous les samedis soirs et même maintenant dans la semaine, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de gens, peut-être les mêmes, mais qui sortent dans la rue et qui sont prêts à en découdre. Alors, alors j'ai une
double question. Comment on l'explique au niveau de la sémantique, la sociologie, et comment on peut, disons, faire baisser la barre et tempérer ce débat? D'un côté, on pourrait dire, écoutez, ce qui a changé, c'est uniquement le sujet. Le sujet duquel on parle, c'est la réforme judiciaire. Avant le dernier gouvernement, eh bien, c'était des attaques personnelles contre Netanyahou qui était présenté comme corrompu, etc., etc. Avant cela, eh bien, c'était la levée de boucliers contre l'exploitation du gaz, etc. Ça n'a pas marché. Tout le long, il y avait aussi des campagnes, chaque fois pour d'autres sujets, que ce soit pour les droits des illégaux d'Afrique. Avant cela, il y avait des combats pour la justice sociale, c'est-à-dire il y avait ce qu'on aurait pu appeler des combats ou des luttes d'une société d'abondance, et c'était les défis d'une société qui, au niveau économique, a bien réussi, mais et donc le mécontentement, il est orienté vers d'autres choses. Maintenant, on pourrait dire à un niveau très très simple, c'est que tout simplement, c'est un combat pour le pouvoir. C'est un combat pour le pouvoir. Le pouvoir, on le sent, ces dernières années, eh bien, il est passé du peuple, du peuple et de ses élus vers les juges de la Haute Cour de justice qui sont, dans le régime tel qu'il est aujourd'hui en Israël, les véritables dépositaires de la souveraineté. Le gouvernement des juges. C'est le gouvernement des juges, et ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas presque une loi d'importance qui n'ait pas été revue, pas du point de vue procédural, mais du point de vue éthique, du point de vue des valeurs. Absolument. Et chaque fois que ce soit l'annulation d'une loi après l'autre, sécuritaire, pour limiter la venue des immigrés illégaux qui ont transformé Tel Aviv Sud, par exemple, en véritable enfer pour les habitants juifs, et pas seulement juifs, qui habitent là-bas. Ne serait-ce que, vous savez, toute l'instabilité des 7 dernières années, déjà, on l'a déjà oublié. Mais avec quoi ça a commencé? Ça a commencé par la disqualification par la Haute Cour de justice d'une loi qui parlait de la mobilisation, de comment il faut mobiliser la population ultra-orthodoxe d'Israël. C'est ce qui a fait chuter le gouvernement. La mobilisation dans Tsahal, vous voulez dire? Oui, dans Tsahal, oui. Et depuis voilà, 7-8 ans, on est en crise perpétuelle. C'est-à-dire que ce pouvoir qui est aux mains de la Haute Cour de justice, qui s'arroge toutes les compétences, mais avec aucune responsabilité pour les résultats et pour la politique, eh bien, c'est véritablement, c'est de cela qu'on parle. Pourquoi est-ce que, mais si c'est aussi catastrophique, alors pourquoi est-ce qu'ils ont le soutien de telle ou telle partie de la population et de telle ou telle partie de l'élite? Et là, je pense qu'il y a deux raisons essentielles. C'est que c'est le pouvoir alternatif. Du moment que tu perds le pouvoir à la Knesset, au gouvernement, eh bien, ton pouvoir alternatif, ça devient le Bagatz. Et puis, deuxième chose, au niveau identitaire, être avec le Bagatz, c'est être avec le public éclairé, avec le public cosmopolite, avec le monde.
Alors justement, Eliezer, puisqu'il nous reste que 3 minutes, on va prendre rendez-vous pour continuer ce débat lors d'une autre émission, parce qu'il me semble assez pertinent. Dans les 3 minutes qui nous restent, je voulais vous faire réagir en reposant ma question, comment on peut sortir de cette impasse, vu, j'allais dire, la gravité de la situation. Ce débat public ça devient très venimeux, et on brandit des fantômes j'allais dire des fantasmes irréels en traitant un gouvernement démocratiquement élu de fasciste, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et ça m'a renvoyé à un livre que j'avais lu il y a à peu près 3 décennies, écrit par une socio-psychologue et surtout une psychanalyste connue des francophones qui s'appelle Eliane Amado Lévy-Valency. Elle avait écrit l'un de ses derniers bouquins, s'intitule La dignité des mots. Et je voudrais justement... elle l'avait écrit d'ailleurs elle avait publié en 1995, dans le sillage des dérapages médiatiques délirants qu'on avait relevés au moment de la première guerre du Golfe contre Israël, qui était en fait le fautif indirect de toute cette crise internationale géopolitique au Moyen-Orient. Et elle avait écrit ce livre pour remettre un peu les compteurs à zéro et désigner justement les débordements du langage comme coupables et emportant des sens des fois catastrophiques. Et elle avait eu cette phrase que j'ai extrait, évidemment, elle le cite dans un contexte qui est tout à fait différent, mais qui est tellement valable pour notre situation d'aujourd'hui. Elle parle de l'inextricable embrouillamini des mots et des choses et des consciences perturbées qui ont été constatées en 91, mais qu'on pourrait aussi appliquer à ce qui nous touche. Et puis surtout, et c'est peut-être pour ça que je vous demanderai de me dire comment on peut rebondir pour retrouver un sens à tous ces débats. Elle nous avait prévenu à l'époque en disant cette phrase qui me semble très pertinente: le temps de l'histoire va à la dérive si on l'abandonne à la corruption des mots. Avoir des idées au lieu d'idéologie, point d'interrogation ? Pourquoi pas, fort bien. Encore faut-il que ces idées, elles aient quelques rapports au réel. Or, remarque-t-elle, les noix vides ne germent pas, elles ne sont que de conques creuses. Non, on ne peut faire des idées vivantes avec des oppositions stériles. Fin de citation. Avouez que ces termes sont assez prémonitoires sur ce qui se passe ici, mais comment va-t-on pouvoir sortir de l'ordinaire en une phrase, parce qu'il ne nous reste presque pas de temps? Il faut faire la part des choses. Il y a des leaders qui se présentent comme leaders, mais qui n'ont pas de troupes. Qui n'ont pas personnes qui parlent, qui n'ont pas de troupes qui les soutiennent, qui n'ont pas le peuple qui les soutient. Olmert, Livni, Barak, Huldaï, ce sont des personnes qui ont essayé d'être élus et qui ont échoué, certains sans même passer la barrière. Pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas avec eux. Parce que le peuple, qu'il soit à Jérusalem ou à Tel Aviv, il parle d'Israël en tant qu'État de frères, en tant que famille, et même son soutien, et ce qui le préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas tant la réforme la réforme de la Cour de justice, mais ce sont effectivement ces dérives, ces dérives linguistiques. Et c'est pour ça qu'il faut, respirer profondément et savoir que le train sioniste n'est pas encore arrivé à sa station d'arrivée. On est encore en route. En chemin. Ceux qui crient, eh bien, ils veulent qu'il s'arrête là. Le peuple, la majorité du peuple juif, du peuple d'Israël, veut qu'il continue sa route, même si parfois, il va y avoir des soubresauts. En tout cas, merci Eliezer. En fait, on a l'impression qu'ils veulent tirer le signal d'alarme pour arrêter la marche en avant du train, mais le train continue sa route. Merci beaucoup pour vos analyses et surtout merci d'avoir consacré du temps à ce dialogue. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci à vous, Richard.